Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, le plus de la capitale. Je suis avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, tu suis l'actualité internationale? Toujours. On va aux États-Unis, on va oui, au Moyen-Orient. Bon, on va un peu parler de tout ça, parce qu'il faut savoir que Joe Biden entame aujourd'hui une tournée européenne qui va passer par l'Allemagne et la Lituanie, d'abord par Berlin, puis par Vilnius. Il devrait aussi passer par la Finlande à Helsinki. Mais cette tournée est très importante puisque son service de presse l'a annoncé. Ce sera sa dernière tournée diplomatique en tant que président des États-Unis. Il faut savoir qu'il devra rendre son tablier en janvier prochain. Pour l'instant, on ne sait pas à quel candidat il devra le remettre, soit à sa vice-présidente Kamala Harris ou bien au candidat républicain et ancien président des États-Unis, Donald Trump. Alors, pourquoi justement cette tournée? Ce n'est pas seulement pour dire au revoir à ses homologues européens, mais c'est surtout derrière pour essayer de les rassurer, étant donné qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes en Europe. Des inquiétudes liées évidemment à la guerre en Ukraine et à ses corollaires, notamment au niveau de l'OTAN, parce qu'il faut savoir que les Européens sont inquiets, les résultats évidemment militaires en Ukraine ne sont pas bons, et également il y a un risque en cas d'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump de voir le soutien américain s'arrêter et donc voir ainsi la Russie l'emporter. Et pour certains pays européens membres de l'Union européenne, membres de l'OTAN, notamment les pays de l'Europe orientale, ce qu'on appelle les pays baltes. Donc ces pays-là sont particulièrement inquiets parce qu'eux, ils considèrent que du fait qu'ils partagent des frontières avec la Russie, ils se sentiraient directement visés en cas de victoire russe sur l'Ukraine par le fait que il se pourrait, selon leurs termes, que la Russie puisse étendre ses velléités d'occupation, donc de passer de l'Ukraine et attaquer l'Estonie, la Lituanie, tous ces petits pays-là. Et donc ces pays-là sont particulièrement inquiets et donc ils veulent aussi être rassurés sur la garantie de protection qu'offre le bouclier otanien. Et cette garantie-là passe par une présidente ou un président américain qui réaffirme véritablement cette garantie-là. Or, on le sait déjà, et Donald Trump est resté un peu fidèle à sa vision, c'est-à-dire que pour lui, les intérêts américains n'étant pas en Europe, mais plutôt dans l'Asie-Pacifique, donc c'est là-bas où il faut concentrer les efforts. L'ennemi des États-Unis, l'ennemi numéro 1 des États-Unis, ce n'est pas la Russie, mais c'est plutôt la Chine. Et donc pour lui, évidemment, il faudra revoir les missions de l'OTAN, parce qu'il faut savoir que l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc il s'occupe des questions au niveau de l'Atlantique avec l'Europe. Et donc, ça ne traite pas des questions du Pacifique. Même si Joe Biden, au cours de sa présidence, avait tenté de voir dans quelle mesure on pourrait élargir les missions de l'OTAN, c'est-à-dire partir de l'Atlantique, mais aussi aller dans le Pacifique en disant aux Européens, moi je m'occupe, je vous garantis et je vous soutiens dans votre désir de vous protéger contre la Russie en Europe, mais vous aussi, j'ai besoin de votre soutien pour aider les Américains aussi à protéger leurs intérêts et à protéger leurs alliés, notamment dans la région du Pacifique. Pour les Européens, évidemment, là aussi on est divisé un peu en deux camps. Il y en a qui comprennent totalement la position américaine et seraient prêts à soutenir les Américains dans n'importe quel endroit du globe. Mais il y en a d'autres qui estiment qu'on doit se limiter au rôle strict de l'OTAN et que l'OTAN n'a pas vocation à s'élargir indéfiniment parce que ça risque d'être perçu par le reste de la communauté internationale comme véritablement une organisation non plus défensive, mais une organisation offensive et qui serait vue comme un instrument de domination militaire de la part des Occidentaux et donc pour un risque pour la paix mondiale. Et donc, il y a donc ce risque de vision-là. Et donc, Joe Biden, il est donc là pour rassurer les Européens et rassurer aussi l'Ukraine, parce qu'il faut savoir que lors de cette étape à Berlin,
il va recevoir notamment son homologue Olaf Scholz, le chancelier allemand, et également le Premier ministre Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron, avec bien entendu Volodymyr Zelensky qui viendra une fois de plus parler de son plan pour la victoire. Il faut savoir que dans la foulée de ce mini-sommet de Rammstein, ces dirigeants européens et américains vont ensuite aller à Vilnius, en Lituanie, pour un sommet extraordinaire de l'OTAN. Ce sera le dernier sommet auquel participera Joe Biden, et je pense que là-bas aussi, il va réaffirmer le soutien américain à la fois aux pays membres de l'OTAN et aussi à l'Ukraine. Mais il faut aussi, évidemment, rester extrêmement prudent, étant donné que l'on ne connaît pas l'issue de l'élection, d'autant plus que depuis ces derniers jours, on commence à voir au sein même de l'électorat américain un début d'essoufflement de la campagne de Kamala Harris. Il ne faut pas oublier qu'en juillet dernier, lorsque Joe Biden avait décidé de jeter l'éponge après sa prestation catastrophique lors de son débat télévisé face à Donald Trump, on avait vu un regain de popularité de Kamala Harris au sein de l'électorat démocrate, et on avait vu dans la foulée une levée de fonds extraordinaire de la part du Parti démocrate. Ensuite, au mois d'août, on avait eu la convention de Chicago qui avait officialisé la candidature de Kamala Harris comme présidente des États-Unis d'Amérique, et donc tout ça avait permis de maintenir un certain niveau d'adhésion, un certain niveau de ferveur dans le camp démocrate. Or, aujourd'hui, on commence à voir effectivement un essoufflement. Pourquoi ? Parce que, grosso modo, Kamala Harris, jusqu'à présent, dans sa campagne, elle a joué beaucoup plus la prudence. Elle a essayé de jouer les équilibristes entre la situation en Europe avec le conflit russo-ukrainien et la situation dans le Moyen-Orient avec notamment le conflit en Israël, notamment dans la bande de Gaza, et ensuite maintenant au sud Liban. Donc ces questions-là font que, bien entendu aussi, il faut voir la situation intérieure avec la tempête Milton qui a fait jusqu'à présent environ 21 morts et plus de 50 milliards de dollars de dégâts. Il faut savoir aussi que sur la gestion de cette catastrophe-là, Donald Trump n'a pas hésité à attaquer Kamala Harris en disant que Joe Biden et elle ne sont pas venus au secours des Américains sinistrés le plus rapidement possible, et donc il a fallu essayer de réagir en quelque sorte, essayer de démentir les propos de Donald Trump, et c'est la raison pour laquelle Joe Biden, qui normalement devait arriver en Europe il y a une semaine, vendredi dernier, a dû décaler pour évidemment ne pas donner un mauvais signe, notamment aux détracteurs de Kamala Harris, et lui permettre justement de continuer sa campagne. Et ce début d'essoufflement, on le voit aussi parce que pour la première fois de l'histoire américaine, on a vu Kamala Harris, une candidate démocrate officielle, aller sur Fox News. Fox News qui est une chaîne de télé proche du Parti républicain. Et là-bas, en fait, elle allait s'adresser à l'électorat républicain. Donc, pour les proches de Donald Trump, les membres du Parti républicain, le fait que Kamala Harris soit venue sur cette chaîne de droite est considéré comme une espèce de baroud d'honneur où elle voit qu'en réalité elle est en train de s'essouffler, et elle essaie de venir chercher des électeurs qu'elle ne parvient plus à mobiliser chez elle. Et derrière, bien entendu, pour Kamala Harris, en réalité, il s'agit, et c'est ça aussi pour la première fois dans sa campagne, où comme je l'ai dit qu'elle joue un peu les équilibristes, elle n'essayait pas de renier à la fois l'héritage de Joe Biden, puisqu'elle est aussi un peu comptable de cette administration-là, puisqu'elle est vice-présidente en exercice des États-Unis d'Amérique. Elle ne pouvait donc pas renier totalement l'héritage de Joe Biden, et elle ne pouvait pas aussi essayer de s'aliéner l'électorat arabo-musulman américain du fait du conflit au Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle elle demandait à la fois à ceux qui aient un cessez-le-feu, mais également une libération des otages, et que les bombardements israéliens essayent d'épargner au mieux les victimes, les populations civiles. Et puis d'un autre côté, pour ce qui concerne l'Europe, elle continue à afficher un soutien sans faille à l'Ukraine, et évidemment et aussi garantir aux pays européens membres de l'OTAN la présence la présence à travers le bouclier défensif américain. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, cet exercice, elle ne parvient plus à le faire parce que, évidemment, les enjeux d'autres événements se sont produits à travers notamment l'ouragan Milton, et donc elle est obligée, elle aussi, de revoir un peu sa feuille de route. Et c'est un peu dans cette situation-là que Joe Biden se sent donc obligé
d'essayer de remobiliser en quelque sorte les soutiens américains. Et donc ça passe par cette tournée-là américaine. C'est la raison pour laquelle il vient d'abord voir ses alliés européens pour leur dire que, écoutez, les États-Unis se tiendront toujours aux côtés des Européens dans le cadre des missions de l'OTAN et les États-Unis continueront à se tenir aux côtés des Ukrainiens, quelle que soit l'issue de l'élection. Mais on le sait aujourd'hui, c'est que même les Américains, on le sait, quand on fait des calculs, on se rend bien compte que les États-Unis ne peuvent pas tenir sur deux fronts. Or, on voit que la situation en Asie-Pacifique est en train de se densifier et en train de s'embraser petit à petit. On l'a vu avec les heurts que notamment les soutiens américains, les Philippines ont eu avec les Chinois régulièrement dans les eaux de la mer de Chine. Et donc tout ça fait que Joe Biden est conscient qu'il ne pourra pas, que les États-Unis devront à un moment ou à un autre choisir une zone dans laquelle ils devront concentrer leurs efforts. Or, leurs intérêts sont plus présents, sont vitaux en Asie-Pacifique par rapport à l'Europe. Et donc, c'est la raison pour laquelle certains experts estiment qu'en cas même de victoire de Kamala Harris, le conflit, le soutien américain ne pourrait pas dépasser l'horizon 2027. Et alors que si c'est Donald Trump qui arrive, eh ben, le conflit va s'arrêter immédiatement parce que Donald Trump voudra se positionner comme étant le dirigeant qui aura mis fin à un conflit armé dans le monde. Et donc, on le sait très bien que si Donald Trump l'emporte, il va couper les vivres à l'Ukraine et il va plutôt les rediriger vers, d'un côté, Israël pour leur permettre de remporter la guerre contre le Hamas puis contre le Hezbollah, et le reste des ressources seront orientées vers les troupes américaines ou vers les alliés américains de l'Asie-Pacifique, les Philippines, Taïwan, le Japon et la Corée du Sud. Ce sont ces pays-là qui vont bénéficier de l'aide américaine et l'Europe, à travers l'OTAN et l'Ukraine, seront les grands oubliés. Et même si Donald Trump, comme je l'ai dit, ne remportait pas cette élection, Kamala Harris ne pourrait pas aller au-delà de 2027. C'est la raison pour laquelle, dans son plan pour la victoire, Volodymyr Zelensky en est parfaitement conscient, puisqu'il dit que pour lui, l'issue de la guerre sera en 2025. Bien entendu, pour parvenir à la victoire, il demande un certain nombre d'éléments, d'abord des armes, et en plus des garanties de sécurité. Mais l'élection présidentielle, c'est en novembre. Oui, c'est en novembre. Aux États-Unis. Oui, c'est en novembre. Mais les tendances donnent quoi? Les tendances, pour le moment, sont assez difficiles parce que ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, comme je viens de le dire. Les derniers chiffres disent qu'il y a une baisse de, si tu veux, la popularité de Kamala Harris. Avant, il y a à peu près 2-3 semaines, elle était à 49%. Donald Trump était à 47%. C'était la première fois que l'on voyait le candidat démocrate dévancer le candidat républicain. Lorsque Joe Biden était toujours candidat démocrate, Donald Trump était toujours devant. Or, l'arrivée de Kamala Harris a ressuscité une mobilisation de l'électorat démocrate et c'est ce qui avait donné ce regain en avant, poussé aussi par le fait que le Parti démocrate, dans la foulée, avait été parvenu à faire à faire une levée de fonds record. Malheureusement, comme je l'ai dit, aux États-Unis, il faut toujours se méfier des événements parce que l'élection américaine, elle est longue et il peut toujours se passer plein de choses. Il y a eu au milieu l'ouragan Milton, il y a aussi sur le plan international l'élargissement du conflit, non plus maintenant à Gaza, mais au Liban, donc au sud Liban. Donc tout ça fait que ça pèse sur la situation intérieure américaine parce qu'il faut, je l'ai toujours dit ici, une grande partie de l'électorat, peut-être l'électorat arabo-musulman américain, massivement en général, ils votent pour les démocrates. Et c'est ce qui avait permis, par exemple, à Joe Biden en 2020 de remporter un État clé comme la Pennsylvanie. C'est à peu près 3 ou 4 millions d'électeurs arabo-musulmans qui avaient voté pour lui. Or, en 2020, il n'y avait pas la guerre à Gaza, il n'y avait pas la guerre au Hezbollah et donc au Liban. Donc là, on voit que le conflit à Gaza et au Liban est en train de mobiliser l'électorat arabo-musulman qui mettait pression sur Joe Biden et maintenant qui mettent la pression sur Kamala Harris afin qu'elle obtienne soit un arrêt des hostilités immédiat et aussi le fait qu'un couloir humanitaire soit
mises en place pour acheminer de l'aide aux populations algériennes et ensuite permettre aussi par la suite la reconstruction, notamment de Gaza. Or, tout ça est bloqué par un gouvernement israélien qui n'a absolument pas le même agenda, qui n'a absolument pas les mêmes objectifs que celui des États-Unis. Et donc, c'est les objectifs du gouvernement israélien étant en opposition avec les objectifs de la candidate Kamala Harris, ça commence maintenant à peser sur les tendances et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on commence à voir un essoufflement de l'électorat, de la candidature de Kamala Harris, mais ça ne veut pas dire qu'on peut annoncer qu'elle va perdre. Non, il y a une baisse. Maintenant, il va falloir qu'elle trouve des formules pour remobiliser son électorat parce que l'élection américaine, c'est une course de fond. Il faut fournir des efforts tous les jours, il faut fournir des gages à ses électeurs tous les jours et cela passe par la multiplication des descentes sur le terrain, le fait qu'on fasse des déclarations pour essayer d'apaiser au maximum ou de rassurer au maximum ses électeurs. Et ça, évidemment, dans un contexte géopolitique très compliqué avec l'Europe et notamment le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique, sans oublier sur une situation intérieure américaine très compliquée, avec une inflation élevée, avec, même si le chômage est encore très faible et les États-Unis restent encore de gros pourvoyeurs d'emplois, mais la question de l'augmentation des taux d'intérêt, donc l'augmentation du coût des crédits, ça pèse effectivement sur l'immobilier et donc sur la capacité des classes moyennes à pouvoir se loger, sans oublier qu'avec l'ouragan Milton, c'est 50 milliards d'euros de 50 milliards de dollars de dégâts, il va falloir immédiatement les mobiliser pour venir en aide à ces populations qui devront voter d'ici 3 semaines. Donc ne pas s'occuper d'elles, c'est prendre le risque de s'aliéner des millions et des millions d'électeurs. Donc c'est un peu dans ce contexte global-là auquel Kamala Harris doit faire face et c'est ce qui explique en partie ce petit essoufflement de sa candidature qu'on en a pu observer maintenant. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio le plus de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.